Bienvenue au CAUE en distanciel, à notre webinaire proposé aujourd'hui, anticiper son projet de transformation de cours d'école. Donc vous savez peut-être tous que dans le cadre de nos missions de conseil de sensibilisation, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dit CAUE du Val d'Oise, engage depuis plusieurs années des réflexions autour des transformations des espaces de récréation en cours oasis. Oasis voulant dire, étant une terminologie utilisée par la ville de Paris et le CAUE de Paris, qui veut dire ouverture, adaptation, sensibilisation, innovation et lien social. Le constat est sans appel. Les espaces extérieurs dans lesquels s'épanouissent nos élèves, nos enfants, sont bitumés, vides, dépourvus de végétation et d'espaces de jeu. Mais la cour d'école est en passe de devenir un laboratoire d'expérimentation pour les jeunes générations et peut-être aussi un laboratoire d'expérimentation de nos futurs espaces publics, des espaces publics en création. Ces projets de transformation de cours d'école ne sont-elles pas une très belle opportunité pour offrir aux usagers davantage de végétation, d'espaces naturels, une meilleure gestion de l'eau de pluie et des points d'eau, des aménagements plus ludiques, des coins calmes, une meilleure répartition de l'espace? Au cœur de nos actions de conseil au CAUE 95, nous accompagnons les collectivités dans la mise en place de leurs projets de transformation de cours d'école. Ensemble, dans cet accompagnement, nous définissons les priorités pour une cour plus végétale, inclusive, sportive, studieuse, ludique, en associant dès le démarrage tous les acteurs de la cour, les élèves, les parents d'élèves, les équipes pédagogiques, les agents d'entretien, les conseillers pédagogiques dans des ateliers de réflexion. Ce travail de réflexion est un préalable fondamental au dessin du projet puisqu'il permet de partager les regards et d'aboutir à un consensus pour penser l'école de demain. Mais c'est aussi l'occasion de préparer le travail et les réflexions de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Les retours d'expérience sur les projets menés en Val d'Oise, mais aussi aux quatre coins de la France, sont précieuses pour nous permettre de concevoir des projets de plus en plus qualitatifs et ambitieux. Ces retours de terrain nous amènent à toujours devoir questionner la faisabilité et la pertinence des solutions d'aménagement proposées dans la restructuration de ces espaces. Des interrogations persistent, que je cite un petit peu comme ça, mais où je débitume, où débitumer dans ma cour, désimperméabiliser les sols, oui, mais comment et où, quelles conséquences, quelle conséquences dans l'utilisation fonctionnelle de la cour. Y a-t-il des consensus à trouver entre les futurs usages et la nécessité de répondre aux exigences et aux ambitions de l'infiltration des eaux dans les sols? Les copeaux, c'est chouette, mais ça en met partout. Quid de l'entretien? Ça coûte combien de transformer ma cour? Et les subventions, quand est-ce que je dois les demander? Comment les obtenir? Quels sont les choix d'aménagement? Quelle temporalité? Et les structures de jeu, alors, ça coûte très cher. Est-ce que je dois les maintenir? Est-ce que je dois en garder? Comment est-ce qu'elles peuvent être peut-être plus frugales? Pour répondre à ces questions, le CAUE du Val d'Oise a souhaité donner la parole à 3 experts et acteurs opérationnels dans les projets de transformation de nos cours d'école, en interrogeant les pratiques de terrain. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir autour de ce webinaire Christian Piel, urbaniste, hydrologue, fondateur et dirigeant de l'agence Urban Water, et Violette Salin, ingénieure, architecte et hydrologue à l'agence Urban Water. Tous les deux, vous intervenez dans les domaines associant l'eau et la ville en abordant l'eau comme outil de structuration et de renaturation du milieu urbain et de la nature, ou les processus naturels comme outil de prévention des risques d'inondation fluviale ou pluviale en milieu urbain. Vous avez travaillé l'année dernière sur le projet de transformation de l'école de la justice à Cergy, en Val d'Oise, sur lequel le CAUE est intervenu pour le diagnostic d'usage. Vous nous expliquerez et nous exposerez dans un instant les solutions d'aménagement mises en œuvre dans des projets qui préfigurent nos nouveaux espaces pour une meilleure prise en compte de la gestion de l'eau dans les programmes de nos futures écoles.
Ensuite, nous aurons également le plaisir d'entendre Quentin Métayer, qui est juste à côté de moi, directeur des espaces publics, de la direction de l'aménagement et du cadre de vie à la ville de Vauréal, qui évoquera avec nous son regard sur le pilotage en interne d'un projet de transformation du groupe scolaire de l'Allée Couverte, dont les travaux ont été réalisés cet été et ne sont pas encore totalement finalisés. Prise en compte de la parole des usagers, diagnostic technique, recherche de subventions, adaptation des budgets, choix d'aménagement, prix, coût de construction. Nous tenterons de balayer ensemble les questions qui nous préoccupent. Enfin, Soraya Mezzetti, chef de projet cycle de l'eau à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, et Laurent Huget, chef des services parquet jardin, paysagiste à la direction de l'environnement et du développement durable et de l'agriculture au Conseil départemental du Val d'Oise, nous éclairerons sur les subventions disponibles et les moyens à mettre en œuvre pour les obtenir. Merci à tous d'être là. Je vais laisser la parole à Christian Piel et Violette Salin. Merci beaucoup de nous avoir invités. Donc nous, effectivement, nous sommes un bureau d'études spécialisé en hydrologie urbaine, donc l'intégration de l'eau dans la ville, hein, l'eau du grand cycle de l'eau, on va dire. Et donc, on intervient dans ce cadre-là, dans le cadre de la désimperméabilisation, enfin de la création des cours oasis dans les cours d'école. Avant que Violette rentre dans le détail, je voudrais juste rappeler quelques principes, en fait, et qu'est-ce qui a conduit à cette désimperméabilisation. Le premier point, c'est que quand on crée une cour d'école ou quand on crée de la ville, en fait, on impacte considérablement le cycle de l'eau. On étanche la ville. Donc, lorsqu'il pleut, là où avant il y avait de l'evapotranspiration, là où l'essentiel de l'eau partait dans la nature, avec la ville, l'essentiel de l'eau ruisselle et là où elle était ressource, elle devient presque un risque d'inondation, quoi. Voilà. Et dans ce cadre-là, entre autres, l'agence de l'eau, c'est elle, je crois, qui a initié la chose, a essayé d'encourager, de remettre justement ce cycle de l'eau dans les espaces naturels, de façon à de nouveau avoir de l'infiltration pour recharger les nappes, pour activer les sols, pour évapotranspirer, c'est-à-dire pour rafraîchir et limiter le ruissellement. Pourquoi fait-elle ça de façon plus prosaïque, on va dire? C'est que aujourd'hui, lorsqu'il pleut, la goutte d'eau, lorsqu'elle ruisselle sur les toits, puis ensuite lorsqu'elle ruisselle sur le sol, elle se charge de pollution. Et cette goutte d'eau, ensuite, elle va rejoindre les égouts, donc elle continue à se charger de pollution. Et s'il pleut beaucoup, ces égouts ne peuvent pas conduire ces eaux jusqu'à la station d'épuration. Donc généralement, elles surversent dans le milieu naturel. Ça veut dire que lorsqu'il pleut, dès qu'il pleut, l'eau de pluie pollue le milieu naturel. Parce qu'elle essuie, la goutte d'eau essuie la ville, essuie les égouts, bref, voilà. Donc, l'agence de l'eau qui parlera sûrement à la fin, elle a dit, bah, en fait, on va arrêter de faire ça parce qu'on pollue le milieu naturel. Il faut donc qu'on retrouve les principes naturels. On va donc infiltrer. Voilà, en gros, le principe. Si bien que ça se traduit dans les villes aujourd'hui, on désimperméabilise beaucoup. Et sur les espaces publics, il y a évidemment les parkings à désimperméabiliser, mais il y a aussi les cours d'école. Pourquoi les cours d'école? Parce que déjà, c'est très bitumé. Et puis, on voit qu'en plus, il y a donc très peu de nature. Et ça veut dire que ce sont aussi des îlots de chaleur urbains. Ça veut dire que comme c'est du bitume, en partie souvent noir, la chaleur se concentre, le soleil tape, la chaleur se concentre, s'accumule dans le sol et ensuite redispense cette chaleur toute la journée et même la nuit. Enfin bref, c'est un îlot de chaleur. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a pris cette, euh, cette vague de désimperméabilisation des cours d'école. Ce qui est très intéressant, c'est que on arrive donc sur les cours d'école avec cette ambition environnementale comment dire, de préserver le milieu naturel, mais on s'aperçoit qu'en fait, on va intervenir sur un tas d'autres sujets. Et nous, par exemple, alors nous, on a une formation d'urbaniste, de paysagiste, etc., également d'hydrologue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on intervient en tant qu'hydrologue, mais on va devoir répondre à tout un tas d'autres enjeux, quoi. En particulier des enjeux qui sont liés à la nature.
Donc notre objectif, ça va être effectivement de rafraîchir la cour, ça va être effectivement de créer de la nature, ça va être aussi, il y a aussi un aspect pédagogique, c'est aussi de montrer l'eau euh, aux écoliers, à leurs professeurs, à leurs parents, etc. Et puis tout ce qu'elle active cette eau. Voilà. Mais plus encore, ce qui est très intéressant, c'est que en réinterrogeant l'aménagement des cours d'école, on réinterroge même le rôle de la cour d'école. Et là, c'est plus vraiment notre domaine. Néanmoins, en tant qu'urbaniste, en tant que paysagiste, ça nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on a comme réinterrogation? Là, cette fois très loin du domaine de l'eau, c'est par exemple le partage des cours d'école, le fait que peut-être les cours d'école sont aujourd'hui trop utilisés pour les matchs de foot, par exemple, qui impliquent plutôt une présence de garçons. Bref, on est amené à intervenir même sur le genre, ouais, et sur un tas d'autres sujets. Donc, c'est en cela que ces sujets sont passionnants, et c'est en cela que il me semble que ça ne peut pas être confié uniquement à un bureau d'études VRD ou uniquement à un écologue. Il faut que ce soit une équipe, et il faut qu'à cette équipe soit associé le corps enseignant, et surtout que soient associés les enfants, quoi. Parce que c'est pas qu'une approche technique, c'est une approche beaucoup plus globale que ça, et c'est ce qui est intéressant. Euh, et encore une fois, et encore deux choses très, très prosaïques, c'est que, premièrement, quand on refait une cour d'école, il y a aussi une réglementation qui est celle liée aux écoles, mais également celle de la loi sur l'eau. Ça veut dire qu'on a obligation en réalité d'infiltrer, premièrement, et on a aussi obligation de reprendre les pluies exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il pleut beaucoup? Qu'est-ce qu'on fait de ces eaux? En réalité, normalement, il faut faire des dispositifs de rétention temporaire. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais pour maîtriser ces eaux pluviales. Tant mieux, ça rentre dans le paysage, tant mieux, ça va permettre de montrer un peu ce qu'est la nature dans la ville et ce qu'est la nature en général. Autre point essentiel, c'est que, comme je disais à l'origine, au début, c'est l'agence de l'eau qui a initié ce mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle finance de façon très concrète et de façon très pratique ces interventions dans les cours d'école. Le fait qu'on déconnecte les eaux, en gros, on déconnecte les eaux pluviales des réseaux, hein. Les eaux pluviales ne vont plus dans les réseaux, ne vont plus dans les égouts, ils s'infiltrent. Le fait donc qu'on déconnecte les eaux, euh, eh bien permet de bénéficier de subventions qui sont très, je dirais, le mot qui me vient, c'est quantitatif, enfin bref, c'est très bien aidé, c'est beaucoup aidé. Voilà, je voulais juste terminer en disant, avant de laisser la parole, ça pourrait presque être la conclusion, c'est dire, voilà, aujourd'hui, donc on va le voir dans les cours d'école, on végétalise beaucoup. Je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin. Et Violette, si tu veux bien passer la slide, on est en train de travailler, voilà, et celle suivante encore. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est travailler sur ces eaux pluviales, c'est ce qu'on nous demande. Mais on voit bien que plus ça va, plus il y a un problème de ressources. Et en particulier l'été, où on veut avoir des îlots de fraîcheur. Et dans ce cadre-là, il nous faut de l'eau, même en plein été. Et plus ça va, plus notre travail vise à gérer les eaux pluviales et à intégrer des eaux grises. Donc, ça peut être les eaux du robinet dans la cour ou je ne sais quoi. Ça peut être des volumes assez faibles, des quantités assez faibles, mais qui vont permettre l'été de continuer à arroser cette végétation. Bref, plus ça va, plus on intègre d'autres eaux que les eaux pluviales. Là, c'est un exemple d'une fontaine qu'on est en train de faire à Strasbourg, dans un quartier NPNRU. Ce n'est pas une école, mais c'est un quartier NPNRU, où c'est une fontaine où on met beaucoup de végétation à l'intérieur, et c'est avec les eaux pluviales que les enfants, d'ailleurs, animent en sautant sur des matelas d'eau. Avec cette fontaine, on a donc des îlots de fraîcheur, on a de l'eau auxquelles ne peuvent pas toucher les enfants, eau qui viennent de la pluie, qui viennent des sols, qui viennent de fontaines, et qui viennent même de l'eau de la rosée qu'on capte. C'est assez ludique et assez paysager, et je pense que c'est le pas supplémentaire qu'on va faire bientôt. Voilà, j'ai sûrement été un peu trop long. Je laisse la parole à Violette. Bonjour à tous. Donc, je vais cibler un peu cette intervention sur un retour d'expérience de l'école de la justice à Cergy, comme vous a présenté Charlotte.
C'est un retour qui me paraît assez complémentaire et complet surtout par rapport à tout ce qu'on peut trouver, toutes les questions qu'on se pose sur, la manière de gérer son projet de cours d'école. Donc l'école de la justice, initialement, comme vous pouvez le voir, est très, très minérale, à 82 imperméable et est un petit peu, voilà, la 1re école phare de Cergy, à montrer, la capacité de cette école à devenir, un îlot de fraîcheur pour le quartier, une école oasis et surtout un îlot de bien-être au quotidien pour, toutes les personnes qui y vivent en quelque sorte, donc les enfants et les enseignants. Avant tout, la première démarche à faire quand on choisit de désimperméabiliser, de végétaliser une cour d'école, c'est de se munir d'un diagnostic technique très complet pour permettre au projet de bien se dérouler. Donc dans ce diagnostic technique, il faut évidemment étudier, tout ce qui est en sous-sol, qu'on n'imagine pas au départ, mais qui est quand même très complet pour les écoles. Il y a beaucoup de réseaux qui circulent, qui peuvent impacter un petit peu le style de projet qu'on pourra faire. Tout ce qui est, le sol en l'état, le plan topographique et la composition des matériaux, autant la terre en sous-face que le matériau existant, puisque, si la surcouche d'enrobé est amiantée, par exemple, cela peut amener à des études complémentaires, voire des travaux un petit peu différents. Et enfin, faire un diagnostic, de l'état actuel de la cour, c'est-à-dire les quelques végétaux qui peuvent y être présents, leur état, la condition du sol et parfois même le mobilier, s'il y en a. Suite à ce diagnostic technique, il faut, comme l'a dit Christian, s'entourer d'une équipe, qui soit compétente dans tous les domaines et complémentaire. Il y a évidemment donc la maîtrise d'ouvrage, mais bien sûr le CAUE qui accompagne beaucoup d'écoles, dans le 95 pour tout ce qui est participation, par les adultes et par les enfants, ce qui est très important puisque ce sont les 2 composantes qui vont vivre et qui vivent déjà dans cette école. Et ensuite une équipe de maîtrise d'œuvre, complète, c'est-à-dire paysage, hydrologie et VRD. Pour Urban Water, nous considérons que ces 3 composantes sont vraiment indissociables puisque, c'est en les faisant travailler ensemble qu'on pourra créer un espace, vraiment agréable et qui fonctionne, tout au long des intempéries et tout au long de l'année. Pour l'école de la justice, la première étape a été de, s'occuper des pluies courantes, c'est-à-dire les petites pluies, qu'il s'agit couramment, qu'on va directement infiltrer dans les sols. Donc nous avons, désimperméabilisé 800 m² de la cour pour permettre à toute cette pluie de s'infiltrer sans aucun rejet au réseau. Pour cette action-là, l'agence de l'eau, subventionne, à une grande hauteur par mètre carré désimperméabilisé et aussi par mètre carré où l'eau ne va pas se rejeter au réseau. Donc même les mètres carrés qui sont restés en enrobé seront subventionnés, car l'eau qui ruisselle sur cet enrobé va s'infiltrer directement dans les espaces verts, qui sont, conjoints. La deuxième étape a été de réfléchir aux pluies fortes, dites pluies exceptionnelles et toujours dans cette idée de 0 rejet au réseau, nous avons créé, de multiples petites zones creuses. Nous n'appelons pas ça des bassins ni des noues, car ces zones sont vraiment, très peu creuses. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés au-dessus de 30 à 35 centimètres de profondeur, ce qui est visuellement, finalement, très peu profond, mais qui va suffire à stocker, l'eau de pluie des pluies fortes et à laisser s'infiltrer petit à petit dans le sol en moins de 24 heures, 48 heures pour les pluies exceptionnelles. Et donc toute cette eau, 60 m3, ne sera pas rejetée au réseau et sera infiltrée dans le sol. Ce qui permet, dans un premier temps, en effet, de libérer les réseaux et dans un second temps, de réactiver les sols en les humidifiant et en ayant une eau qui reste et qui se diffuse dans tes sols. Le le point vraiment fort de cette cour, c'est qu'elle a une topographie, voilà, globale, assez forte et qu'on a pu gérer ces eaux de manière diffuse en créant plusieurs petites zones et non une grande zone de stockage, ce qui permet, de réactiver les sols de manière, plus commune à l'ensemble de la cour et de ne pas créer une grosse zone en eau, mais plusieurs petites zones qui prendront moins de temps à s'infiltrer et donc, à revenir en état normal.
De ce constat de la gestion de l'eau, nous venons donc à la désimperméabilisation de manière générale. On voit donc que sur cette cour, qui était actuellement à 82% de zones imperméables, il n'en reste que 30%. 30% qui permettent aussi aux engins d'accéder au secours, à l'entretien et à l'enseignement de faire encore des sortes de jeux, des jeux de balles. Voilà, on a souhaité conserver une zone d'enrobé existant, autant pour réduire les coûts des travaux que pour permettre certains usages de rester en place. Mais tout le reste de la cour a été désimperméabilisé par 2 moyens. L'un, donc 49% d'espaces dits verts, donc vraiment plantés, que ce soit par de l'herbe ou par des strates plus hautes, des arbustes ou des arbres. Et 21% de zones semi-perméables, qui est donc des revêtements type stabilisés, sable, copeaux. Dans cette cour, nous avons ciblé plusieurs actions à mener, discuté avec les enseignants, avec les élèves, avec la mairie pour trouver le matériau ou l'action la plus adaptée aux besoins. Première action pour désimperméabiliser. Nous avons recherché des espaces végétalisés accessibles aux enfants, mais aussi des espaces inaccessibles pour permettre au sol et à la végétation de se développer d'une manière différente. Nous avons travaillé des cheminements perméables. Donc, à la justice, ils sont en stabilisés, mais on pourrait aussi trouver des cheminements dans des matériaux poreux ou en terre ou en gravier. Voilà, il y a un panel de matériaux assez important. Et enfin, des sols amortissants perméables. On a tous en tête le PDM coloré classique, mais il existe aujourd'hui plusieurs technologies de sols souples perméables, que ce soit des sols souples qui ressemblent à de l'EPDM, comme vous avez là sur la gauche une photo de liège, qui peut être très amortissant et perméable, ou des matériaux plus volatiles, comme du copeau, du mulch, des écorces, qui là amènent un autre type d'entretien, mais une meilleure perméabilité et aussi une meilleure souplesse. Il est prouvé que une quantité de copeaux peut être presque plus amortissant que le sol souple coloré classique. Et enfin, pour rappel, selon la législation, en fonction de la hauteur de chute du jeu, il est aussi admis que le jeu se place sur un espace enherbé. Qu'il est aussi possible de se soustraire de certaines zones en sol dit souple et seulement développer des mètres carrés d'espace engazonné, d'herbe, d'espace végétalisé, et que les enfants puissent accéder à un jeu au sein de cet espace végétalisé. Enfin, la deuxième action, la plus visuelle, disons, c'est de végétaliser. Tout d'abord, en étudiant et en conservant le maximum de végétation sur place, quitte à venir, comme sur la première photo, instaurer des jeux autour de cette végétation existante, qui vient créer un nouvel espace que les enfants vont redécouvrir. Ensuite, planter de manière variée. Il n'y a pas que les arbres qui vont amener de la fraîcheur dans une cour, mais il y a aussi toute la strate basse, les herbes, et la strate intermédiaire, les arbustes, les petits arbres, les vivaces, les fleurs, qui vont apporter tant de la fraîcheur qu'un mélange et un bien-être écologique. Donc ça va pouvoir permettre à la végétation de fonctionner ensemble. Ensuite, on y revient, la gestion de l'eau à ciel ouvert, qui permet d'hydrater les sols, de réactiver les sols, et qui va permettre à cette végétation d'être vraiment créatrice de fraîcheur dans l'espace grâce à l'évapotranspiration, grâce à son bien-être, puisque si la végétation manque d'eau, elle va produire moins de fraîcheur. Certains espaces verts peuvent être protégés pour permettre le développement un peu plus fort, sans piétinement, sans jeu des enfants à l'intérieur. Et certains peuvent être ouverts aux enfants pour leur permettre d'être au plus proche de la végétation, de venir la découvrir, découvrir ce qui s'y passe et la manière dont elle se développe. Le choix des essences doit être réfléchi, donc en partenariat avec le paysagiste de la maîtrise d'œuvre, afin de choisir les végétaux qui correspondent au sol,
au terrain initial de l'école, mais aussi aux enfants. On va évidemment se porter sur des végétaux où il n'y a pas de baies comestibles, où il n'y a pas de toxicité, où il n'y a pas d'épines, afin que l'enfant puisse se sentir en sécurité au milieu de cette végétation. Et un dernier point, il faut évidemment anticiper l'entretien et l'arrosage. Alors l'arrosage grâce à la gestion de l'eau et l'entretien grâce à un échange riche avec les personnes qui vont venir entretenir l'école, avec les enseignants, avec les personnes qui vivent dans cette cour, pour que l'entretien puisse s'adapter de manière simple à la végétation en place, aux nouveaux matériaux en place, à tout ce qui a été créé, pour que l'aménagement puisse durer dans le temps. Ces solutions mises en place sur l'école de Cergy a permis de planter 28 arbres et de désimperméabiliser 400 m² pour de la végétation. Les chiffres paraissent énormes comme ceci, mais pour une école où des centaines d'élèves passent à la journée, c'est vraiment nécessaire. Cette végétalisation a donc créé 8 espaces de stockage à ciel ouvert des eaux, que je vous avais présenté précédemment, qui permet 0 rejet au réseau, même en temps de pluie forte. Et ces espaces sont aussi des espaces d'éducation pour les enfants, où ils voient le cycle de l'eau, où ils voient une végétation différente, où ils comprennent que certains moments, ils ne peuvent pas y aller car il y a de l'eau, à certains moments, ils pourront y aller puisque le sol est sec. C'est vraiment des zones d'apprentissage, de vision de l'eau et de compréhension de comment vivre avec. Mais ces espaces, bien sûr, amènent de nouveaux usages à la cour, puisque nous voyons l'eau comme un espace pédagogique qui fait partie des autres usages que les élèves ont besoin pour vivre au quotidien, pour apprendre. Et il y a donc dans cette cour différentes zones d'ambiance. Nous avons créé en fonction des besoins des enfants, de ce qu'ils avaient relevé pendant la participation avec le CAUE. Donc des sortes de zones, des points calmes, des points dynamiques, des points de jeu, des jeux en hauteur, des jeux au sol. Nous avons multiplié ces espaces en les reliant à la présence de l'eau ou non, en fonction de la distance avec les points d'eau, de la végétation et du sol. J'aimerais ici venir juste sur un détail de la cour, pour vous montrer la manière dont la gestion de l'eau vient se relier à la pédagogie. Nous avons donc dans la cour du bas, l'endroit centré sur le plan, décidé de déconnecter les eaux de la toiture du bâtiment, donc une partie de la toiture, de ne pas les rejeter au réseau et de venir les rejeter dans l'espace en creux heu, pour être infiltrées directement. Cette déconnexion de la toiture se fait via une pergola qui sera végétalisée afin d'amener de l'ombre, mais aussi de permettre à la canalisation de déporter l'eau de la toiture et de la rejeter dans l'espace en creux. Cela permet d'une part de déconnecter une partie de l'eau des toitures, d'autre part d'augmenter les subventions de l'agence de l'eau et d'une dernière manière d'amener plus d'eau dans cet espace et d'y créer un milieu un peu différent avec une végétation différente. Cet espace, on voit qu'il crée dès la phase chantier un espace en eau. Il joue donc bien son rôle. Sur cette photo, il n'y a pas encore la déconnexion des toitures, où on voit là les 3 rejets qui se font encore au réseau. Prochainement, la pergola sera installée et donc ces 3 canalisations se rejetteront directement dans l'espace en eau. Ici, on voit qu'avec ce dénivelé très peu profond, le bassin a réussi à récolter toute l'eau de la pluie forte qui s'était produite quelques heures avant cette photo et ainsi viendra infiltrer petit à petit cette eau. Les espaces en eau demandent aussi une réflexion par rapport à la compréhension des enfants et à l'habitude qu'ils ont d'avoir de l'eau au quotidien. Nous avons travaillé avec la mairie et les enseignants pour faire accepter cette présence d'eau. Entre la fin du chantier en août
Et le début des plantations qui se fera pendant les vacances d'automne, il y a donc une zone d'intermédiaire où la cour a été modifiée par son sol, mais n'a pas encore été plantée. À ce moment-là, les espaces en creux qui seront prochainement plantés sont seulement des espaces en creux, vides. Et donc, quand l'eau apparaît et se met dans ces espaces, créer quand même une quantité d'eau dont les enfants n'ont pas l'habitude. Afin de permettre aux enfants de s'y habituer petit à petit, nous avons choisi de protéger ces espaces de manière temporaire pendant les 2 mois avant qu'ils soient plantés. D'une part, pour laisser le sol s'adapter au fait que l'eau soit présente de manière régulière. Et d'autre part, pour que les enfants comprennent que ces espaces doivent être laissés tranquilles, que ce ne sont pas des espaces où ils vont pouvoir aller jouer en temps de pluie. Et donc la présence de barrières en amont leur permet de s'adapter, de comprendre là où ils ont le droit d'aller et là où ils n'ont pas le droit d'aller. Et ensuite, quand les barrières seront retirées, les enfants laisseront de manière automatique ces espaces tranquilles et n'iront pas piétiner l'espace. On voit ici sur ces photos qui ont été prises en août, donc quelques jours, une semaine maximum après le début après la fin du chantier, que l'herbe reprend sa place. J'y suis passée il y a quelques jours. Aujourd'hui, la végétation a réellement reprise, ce qui montre aussi aux enfants que même si on ne plante pas encore, la cour vit. Le fait que l'eau rentre dans les sols permet à la végétation de pousser, une végétation spontanée qui peut être différente de celle dont ils ont l'habitude. Ça permet aussi pendant ces 2 mois intermédiaires de montrer aux enfants le cycle de la régénération du sol. On a enlevé le bitume, qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a de la terre qui va être nourrie, sur laquelle la végétation va pousser, cette végétation qui sera rejointe à l'automne par des plantations plus fortes, donc des arbres, des arbustes et des fleurs. Aujourd'hui, la Cour de la justice passe d'une zone totalement imperméable à des espaces mixtes, avec des zones conservées en enrobé, principalement pour des jeux de ballon ou des rassemblements, des zones végétalisées, où il y aura, pendant les vacances d'automne, des plantations fortes et l'installation de jeux, des jeux en bois, des jeux un peu différents des jeux classiques, qui viendront s'insérer entre la végétation existante, avec la végétation future et au sein d'espaces verts, pour que les enfants reprennent l'habitude d'aller jouer au milieu des végétaux, là où avant, ils n'avaient plus le droit d'aller. Pour conclure, j'aimerais donc partager cette expérience de cours de Cergy où, la répartition entre gestion de l'eau et pédagogie s'est faite de manière très naturelle, en pensant d'abord à l'eau, d'abord au sol et ensuite de comprendre comment ce sol va pouvoir amener et s'insérer au sein de tous les espaces et les ambiances que les enfants avaient souhaités. Finalement, cela s'est fait de manière très naturelle puisque l'imaginaire des enfants se cale énormément avec la gestion de l'eau et finalement la forêt, la végétation et les espaces où ils se sentent bien et permet donc de créer diverses ambiances grâce, initialement, à la désimperméabilisation et à la gestion de l'eau. Merci beaucoup, Violette. C'est très clair et voilà, j'insiste sur le fait que là, ce sont vraiment des premières images de ce projet de la justice, puisque la Cour n'a pas encore été inaugurée et que les élèves ont évidemment fait leur rentrée dans l'école, mais que, comme tu le soulignais tout à l'heure, tout n'a pas encore eu le temps de pousser, tous les éléments de mobilier ne sont pas encore forcément présents, etc., etc. Je propose qu'on puisse avancer et laisser la parole à Quentin Métayer, directeur des espaces publics, à la direction de l'aménagement et du cadre de ville de Vauréal, pour parler maintenant de son regard sur le pilotage en interne. Vous êtes donc au cœur des services techniques et vous avez donc piloté l'année dernière. Voilà, donc on trouvait intéressant de pouvoir aussi avoir un regard des services techniques
de la ville de Vauréal. Et puis peut-être qu'on va garder toutes les questions pour la fin afin de pouvoir être sûr d'entendre l'ensemble des intervenants. Donc bonjour à tous. Donc en effet, la ville de Vauréal, donc qui est une ville d'un peu plus de 15 000 habitants, située à côté de Cergy, a engagé donc l'année dernière la première opération de cours Oasis sur son territoire, en sachant que c'est le cours d'école. Donc les cours d'école de l'Allée Couvert s'inscrit dans une démarche pluriannuelle d'investissement qui vise à réaliser différentes opérations de végétalisation et de cours oasis sur les écoles et les groupes scolaires de la ville. Alors moi, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'ensemble du projet, mais plutôt de rappeler un petit peu les grandes étapes et puis les points de vigilance que l'on a eu sur notre première expérience, qui a fonctionné, ce qui n'a peut-être moins bien fonctionné. Et alors, je reprends en effet ce qui a pu être dit juste avant sur l'étape diagnostic état des lieux. Sur une ville comme Vauréal, par exemple, l'école de la découverte était une école qui était présentée comme une sorte d'évidence en termes d'opération de travaux, mais en parallèle, et c'est ce qu'on réalise notamment depuis cet été, on peut mettre en place des diagnostics et des états des lieux sur les différentes cours d'école qui permet vraiment d'avoir une vision très objective. On a notamment travaillé avec le CIE sur cette phase-là qui nous permet d'avoir une démarche beaucoup plus objective et qui intègre un certain nombre d'éléments. Un point qu'on va pouvoir évoquer sur la phase concertation, mais qui est essentiel, c'est notamment les projets pédagogiques qu'on peut avoir avec l'école, avec la direction de l'école, qui, me semble-t-il, est essentiel et qui change des projets d'aménagement un peu classiques qu'on peut avoir sur l'espace public, où là, cette phase-là est une phase extrêmement importante. En effet, sur l'état des lieux, je reprends évidemment ce qui a été évoqué et de pouvoir établir assez rapidement les diagnostics, à la fois de la végétation existante, à savoir que, et c'est ce que j'ai noté, cette phase-là permet aussi d'anticiper les demandes de subventions et de travailler avec les différents partenaires associés. Et donc, il y a en effet un certain nombre d'études techniques à engager assez tôt dans la phase projet. Donc, en effet, toutes les phases plutôt classiques de topographie, diagnostic amiante, parce que souvent on est sur des cours d'école en enrobé, mais aussi lancer des études, je pense à des tests Porcher, par exemple, qui peuvent être des éléments que l'Agence de l'eau peut demander et puis qui permet également d'étudier la perméabilité des sols. Et donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants et qui ne sont pas à négliger sur cette phase diagnostique. À savoir qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui existent. J'en ai donné deux, hein, l'indice de vulnérabilité de l'Institut Paris Région et Cartovis, qui sont des cartographies qui permettent d'avoir une vision un peu plus détaillée. Et puis des phases diagnostiques, comme on l'évoquait, de la végétation existante, mais de manière générale de la cour. Donc nous, sur la partie cours d'école, on a notamment travaillé avec le CIE sur nos écoles, qui permet notamment d'avoir des schémas de fonctionnement de la cour et notamment de ses usages. Assez rapidement, on a pris donc la décision d'engager une phase concertation avec une concertation plutôt élargie. Et je dirais que c'est sur cette phase-là qu'on a, par rapport à un projet un peu plus classique, estimé qu'il y avait un temps d'échange un peu plus important. J'ai mis en bas 2 à 3 mois, mais c'est une réalité. Sur Vauréal, comment on a fonctionné de manière assez classique, autour d'un groupe de travail, un comité de pilotage, principalement composé de la direction de l'école, de la découverte, et puis de la direction des services techniques, direction de la famille, petite enfance, ça dépend évidemment, et des élus. Et donc, il me semble important sur ce type de projet de vraiment assez rapidement définir le rôle de chacun sur la démarche et de faire en sorte d'avoir un groupe de travail qui soit vraiment un groupe de travail opérationnel, qui puisse permettre d'avoir des validations rapides, parce qu'on a quand même un certain nombre de sujets qui vont être évoqués tout au long de ce type de projet et qui nécessitent une vraie synergie entre l'ensemble des acteurs.
Faire le lien entre les acteurs, c'est ce qui était évoqué, mais c'est un élément essentiel. Donc, sur la ville de Vauréal, on a décidé de travailler avec le CIE sur cette phase concertation et d'associer l'ensemble des partenaires qui seront amenés à être en lien avec la cour. Donc, en effet, l'école, les parents d'élèves, et donc c'est un temps d'échange qui est parfois long. Je prends l'exemple de l'allée couverte. On avait une direction de l'école qui était extrêmement engagée et qui cherchait presque à aller plus loin que ce qu'on pouvait éventuellement proposer. Et puis, à l'inverse, des parents d'élèves qui étaient un peu plus réticents sur les questions de copo, les choses comme ça. Donc, c'est des vrais échanges qui permettent de faire avancer sur ce qu'on va pouvoir proposer pour tous. Évidemment, les notions techniques, nous, ce qu'on a décidé de faire sur cette opération, c'est d'être accompagné par une maîtrise d'œuvre, paysagiste VRD notamment, et de les associer sur cette phase concertation tout de suite, ce qui permettait de tout de suite aborder des questions techniques. On parlait de la gestion de l'eau notamment, sur ce qui était possible à faire ou non. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur d'être le plus transparent possible dans cette phase concertation, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre aussi les enjeux et parfois les difficultés techniques, financières du projet et d'avoir une meilleure compréhension sur ce qu'on pourrait mettre en place. La phase concertation, ce qui est important, c'est de pouvoir à la fin en définir et d'avoir une forme de validation collective de ce que l'on en fait. Donc, je prends le schéma cartographié de l'existant qu'on a juste ici, donc réalisé par le CIE, qui permet de savoir un petit peu les usages, les fonctionnements, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être amené à être développé, et donc d'en définir d'une certaine manière un programme. Et donc, dans notre cas de figure, ce qui a été assez intéressant, parce qu'il y a eu un certain nombre d'ateliers, mais peut-être que toi, Charlotte, t'expliqueras après ce principe-là, c'est que le dernier atelier avec les adultes plutôt, donc les parents d'élèves, la direction, a permis de définir un programme et presque naturellement de commencer à dessiner les grandes lignes du projet. Et donc, en fait, ça simplifie toute la démarche qui suit derrière sur les aspects techniques et les différentes contraintes. Donc, c'est pour ça que je mettais un calendrier de 2 à 3 mois, parce qu'on est quand même sur une phase qui est particulièrement longue. Et comme l'évoquait Monsieur Piel, qui me semble tout à fait juste, c'est qu'il y a cette notion d'usage et de fonctionnement de l'école qui sort d'un projet très classique d'aménagement et qui est essentiel pour pouvoir avoir une cour qui fonctionne à long terme. Sur des phases après donc beaucoup plus classiques d'avant-projet, de phase-projet, on avait pris le parti pris de garder cette relation avec le groupe de travail pour faire valider au fur et à mesure l'ensemble de l'avancement de nos projets. Donc plutôt sur un calendrier de 3 à 4 mois, donc avec différentes phases, ce qui permet notamment de rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on peut faire en termes de végétalisation, quel type de végétalisation va être attendu. Un point aussi majeur, alors qu'on a rencontré assez rapidement sur notre école, c'est qu'on est sur 2 cours d'école, élémentaire, maternelle, et je dirais peut-être un peu naïvement, on pensait pouvoir faire une seule et même cour d'école, et en fait, assez rapidement, s'est aperçu que c'était un point qui était difficile pour les enseignants et pour la direction de l'école. Donc, en fait, on s'est presque retrouvé à construire 2 cours d'école en une. Donc 2 fois des espaces classes dehors, par exemple. Il y avait une volonté de créer des parcours aventures au sein de l'école, donc 2 fois des parcours aventures. Donc forcément, c'est des enjeux aussi financiers qui sont un petit peu modifiés. Sur le projet, je vais peut-être présenter le plan qui est un peu plus détaillé. Sur le projet, alors sur le projet de la découverte, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait l'enrobé existant qui était plutôt en bon état. Ouais, parfait. On va rester sur celui-là. Celui-là. Ouais. Assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait dans la phase diagnostique des enrobés existants qui étaient plutôt en bon état. Et donc, on a décidé de maintenir. C'est un petit peu à l'exemple de ce qu'on a pu voir sur le projet précédent, d'être dans une démarche de maintien des enrobés. Et
Et j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'en fait, ça change aussi un petit peu l'approche des projets que l'on peut avoir de manière un peu plus classique, puisque ça oblige aussi d'une certaine manière les maîtrises d'œuvre, et puis là, en l'occurrence, l'ensemble des acteurs sur ce type de projet, de réfléchir aussi avec l'existant. Et donc, je prends l'exemple des classes dehors, on a profité de murs existants pour pouvoir les transformer en tableaux d'ardoise extérieurs. Donc, il y a aussi cette réflexion de se dire comment on peut réutiliser l'existant qui parfois sont limités dans les cours d'école, mais qui permettent aussi d'avoir une réflexion sur l'école. On avait une aire de jeu existante qui était en bon état, avec un diagnostic qui était bon. Pourquoi la retirer alors qu'elle fonctionne? Donc aussi articuler le projet autour. Donc c'est des éléments qui sont importants. Et puis, toujours dans cette idée de concertation et de validation, pouvoir parler après avec l'ensemble de des différents acteurs de l'école sur les différentes phases. Je prends l'exemple des jeux. Assez rapidement, on savait où on allait mettre les jeux, ce qu'on pouvait proposer comme, je dirais, typologie de jeu, sur le parcours, et choses comme ça. Mais ensuite, la phase validation du jeu, on sait que c'est des éléments qui peuvent être un peu plus longs et sur lesquels il y a des vrais points de vigilance à avoir. Tac, tac. Donc, ouais. Donc là, en l'occurrence, sur le projet de l'allée couverte qu'on vous présente, on était sur une cour d'école de 2500 mètres carrés, totalement en enrobé. Il y avait une petite zone de 25 mètres carrés d'espace vert, donc sur une cour extrêmement classique, orientée sud-ouest. Donc on avait à peu près tous les facteurs d'une cour qui présentait des problématiques assez importantes. Donc là, en l'occurrence, ce qui a été choisi, c'est de scinder la cour d'école, mais de manière beaucoup plus végétalisée. Donc, comme on peut le voir ici, entre une cour élémentaire et puis une cour maternelle. De retravailler également le fonctionnement, parce qu'on avait une cour maternelle qui était exagérément plus grande que la cour élémentaire, et donc il y avait des problèmes d'usage presque de base. Et puis, donc, comme on l'a évoqué, de réintégrer les usages et de les rendre beaucoup plus fonctionnels. Donc, on parlait des jeux de ballon, mais c'est une réalité. Ça a été un des éléments qui a été évoqué sur la concertation, que le ballon occupe 70-80% de la cour d'école et que très peu d'élèves, en fait, jouent. Donc, comment on ne supprime pas le ballon, mais comment on le garde et on le retravaille. Donc là, on avait l'idée de travailler sur un plateau sportif complètement réorienté et puis utiliser en effet les autres espaces pour pouvoir à la fois les végétaliser, faire de la récupération des eaux lorsque c'était possible. Donc sur le projet, on est plutôt sur de la récupération des pluies courantes puisque les sols ne nous permettaient pas d'aller un peu plus loin sur cette démarche-là et puis notamment la topographie. Et puis, comme on l'a évoqué, ça a été un des éléments qui a été présenté par les élèves, notamment sur des maquettes, etc. C'est la recherche de points calmes. Et en fait, comment on retravaille ces espaces beaucoup plus protégés, à la fois ombrés, et puis et qui puissent amener à d'autres usages. Donc, ça se présente de cette manière-là. Surtout cette phase, je dirais, avant-projet et phase projet, faut avoir en tête la question des subventionnements et puis de comment on va pouvoir mettre en place la phase travaux. Sur ce projet, la ville de Vauréal avait choisi de travailler sur un marché de travaux assez classique, donc de ne pas travailler par exemple avec des bailleurs voiries ou autres qu'on peut voir dans certaines collectivités, pour notamment intégrer des notions de calendrier de manière un peu plus importante, sur le choix des entreprises aussi, pour être vraiment dans une démarche vertueuse, donc avec une approche développement durable, notamment en termes de critères un peu plus poussés. Et puis surtout, de pouvoir anticiper, et ça on l'évoquait dès la phase concertation, les demandes de subventions et les différents partenaires que vous pourriez être amenés à solliciter, parce que là on va être sur des délais qui ne correspondent pas forcément aux délais d'instruction
des projets et donc qui convient d'anticiper le plus tôt possible. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais en effet, l'agence de l'eau, donc on a pu travailler notamment avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, accompagne, aide et apporte beaucoup d'éléments techniques qui nous permettent d'avancer. Et donc sur les prochaines cours d'école, je sais d'ores et déjà qu'on va un petit peu changer notre méthode de travail et aller un petit peu plus loin sur cette question-là, parce qu'on s'est aperçu à travers nos échanges avec l'agence de l'eau que le projet aurait pu être encore plus optimisé. Et puis évidemment, il y a quelques partenaires qu'on connaît, Région Île-de-France. Je pense notamment au dispositif Îlot de fraîcheur, qui est un vrai dispositif intéressant en termes de subventions. On parlait de concertation, on connaît tous le budget participatif de la région Île-de-France, qui est une petite subvention, mais qui peut être intéressante lorsqu'elle est portée par l'école, par exemple. Donc nous, ça a été le cas de figure sur le projet, puisque l'idée était de mettre en place des récupérateurs d'eau, que les enfants puissent être dans la démarche de jardin potager, de gestion de l'eau, etc. Mais du coup, portés par l'école. Donc c'est aussi une manière de pouvoir les intégrer encore davantage sur le projet. Et puis parfois, quelques partenaires locaux, le ministère de la Transition écologique également, à travers le Fonds vert, qui sont des dispositifs un peu plus lourds. C'est ce que je mettais en point de vigilance vraiment sur les délais d'instruction, anticiper dès la phase diagnostic, concertation, les études complémentaires comme il était évoqué, à la fois sur la phase travaux, mais aussi dans cette démarche de financement. Sur la phase travaux, donc de manière en effet tout à fait classique, mais en effet, on est sur un calendrier qui est un peu particulier, puisque de toute manière, sur des travaux un peu plus lourds, donc notamment de terrassement et de VRD, on va plutôt cibler juillet-août, évidemment. Donc là, en l'occurrence, sur notre projet, n'ayant pas de cours bis, on avait cette obligation de pouvoir faire les travaux structurants sur juillet-août. Donc évidemment, en termes de calendrier, ça oblige à anticiper davantage. Et être vigilant. Au même titre que le projet qui était présenté sur Cergy, on a ciblé les vacances de la Toussaint pour la partie plantation. Donc, ce qui nécessite également d'intégrer une réflexion sur la protection des espaces plantés. La particularité du projet ici, c'était d'essayer de faire en sorte d'avoir des espaces plantés qui soient protégés. Donc, on est sur un principe de cordage, rondin cordage assez classique, mais vraiment pour pouvoir laisser le temps de développement et puis de retravailler notamment toute la partie pied de bâtiment qui était complètement enrobée. Donc là, comme on peut le voir, un pavé jouant gazonné, notamment sur les accessibilités PMR qui étaient à maintenir sur ces espaces-là. Donc là, il y a une vraie point de vigilance et du coup, qui amène à une question assez rapidement, qui est la question de la coactivité avec l'école. Parce que malgré le fait qu'on cible les projets sur juillet-août, on aura forcément une question de coactivité. On l'a vu sur le projet précédent avec des protections d'espaces futurs plantés. Et donc, c'est vraiment des éléments qui sont assez importants puisque c'est ce qui permet aussi derrière de faire en sorte que les zones qui seront éventuellement végétalisées ou les projets peuvent prendre du temps. On parlait des jeux, on parlait de délais. Moi, j'attire un peu votre vigilance sur les délais aujourd'hui sur les jeux. À l'occurrence, sur le projet de l'allée couverte, on a pris le parti pris de travailler sur des jeux en bois, type robinier. On est sur des délais qui sont particulièrement longs, donc qui nécessitent également des délais d'anticipation. Forcément, à travailler davantage en amont sur ce type de phase et d'anticiper cette phase travaux. Et donc, comme on l'évoquait, de manière un peu plus classique, mais nous, c'est quelque chose qu'on a souhaité intégrer dès le départ sur ce projet. C'est plutôt cette phase d'évaluation, d'entretien et de gestion. On parlait de groupe de travail, mais par exemple, dans le groupe de travail, on a intégré le gardien de l'école qui assure l'entretien mineur et primaire de l'école, le service d'espace vert qui travaillera derrière dessus. Et puis aussi d'aborder cette question de l'entretien avec la directrice de l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On parlait des copeaux. Assez rapidement, on a commencé à expliquer que ce serait intéressant que les enfants participent aussi collectivement à balayer la cour d'école de temps en temps. Et je pense, parce qu'il y a eu cette phase de concertation assez importante,
il n'y a eu quasiment pas eu de réticence à ce type de questionnement. Donc, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Et puis, je dirais aussi dans la partie un peu plus d'évaluation technique, sur les besoins en eau, les mesures de température, donc il y a quelques outils qui existent. Par exemple, sur le projet de l'allée couverte, on a décidé de mettre en place des sondes tensiométriques sur quelques-uns des arbres qui seront plantés pour pouvoir un petit peu plus analyser les besoins en eau. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être mis en place. Et puis de faire un bilan, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en œuvre assez rapidement également. De faire un bilan avec l'école sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je dirais d'une manière un peu plus générale, c'est qu'on n'est pas sur un projet qui est figé, une cour Oasis. C'était un peu la conclusion d'ailleurs de tous et également des parents, c'est que c'est un projet qui va être complètement évolutif et qui surtout doit être dans une forme d'appropriation de tous, et notamment de l'école. Et en fait, assez rapidement, aujourd'hui, on est début octobre et on constate qu'on a déjà des adaptations, on a déjà des choses qui commencent à évoluer, alors que le projet est presque pas terminé. Mais voilà, on réfléchit à des voiles d'ombrage différents, la modification des emplacements. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on est sur un projet qui est complètement évolutif, pour lesquels l'école s'est appropriée et qui permet d'avoir un fonctionnement, on l'espère en tout cas, qui soit complètement optimal. Voilà. Est-ce que je peux tout de suite vous poser une petite question et vous demander si vous pouvez être un peu plus transparent, mais avec des fourchettes de prix, mais sur les prix de la cour, un petit peu les prix au mètre carré, alors, sur les subventions que vous avez eues, et voilà. Sur le projet de l'allée couverte, aujourd'hui, on est sur des projections de subventions quasiment à hauteur de 80%, qui répond à peu près à ce qu'on avait recherché initialement. Comme j'ai évoqué sur la partie, par exemple, l'agence de l'eau, on aurait pu aller un peu plus loin dans le projet. Donc, on sait que ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on retravaille sur la prochaine cour d'école, sur laquelle on travaille actuellement. Et puis, par exemple, pilote fraîcheur. Voilà, ça, c'est des différents dispositifs. On a également la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui subventionne avec des principes de fonds de concours. Donc, on sait qu'on a différents dispositifs qui existent et puis après qui sont adaptés. Donc, on est plutôt sur cette phase-là. En termes de projet, on était sur 2500 mètres carrés de surface et on est sur un projet un peu inférieur à 300 000 euros TTC de travaux. On est sur des ratios de 110, un peu plus de 110 euros du mètre carré d'aménagement. Alors après, c'est extrêmement variable, comme on l'évoquait. La particularité de ce projet, c'est qu'on est presque sur 2 cours en une. Donc c'est 2 fois plus de jeux, c'est 2 fois plus de mobilier, on multiplie par 2, donc forcément on a des impacts là-dessus. La contrepartie, donc ça a été un des choix forts d'ailleurs qui a été fait dès la phase concertation, sur lesquels on commençait à travailler en parallèle sur la partie esquisse du projet, qui nous permettait d'avoir déjà des orientations budgétaires du projet. On s'est aperçu qu'on allait assez rapidement dépasser les enveloppes qu'on s'était fixées initialement. Et donc, la notion d'enrobé assez rapidement, et de maintien des enrobés existants, assez rapidement pris le dessus. Puis après, il y a des choix, évidemment, qui se mettent en place. C'est ce qu'on a peut-être vu rapidement, mais sur la phase projet, et notamment dans le cadre de notre marché de maîtrise d'œuvre, volontairement, on avait pris le choix de mettre des tranches optionnelles sur, par exemple, des zones en pavé jouant gazonné, sur certains types de jeux, certains types d'aménagements, pour se permettre d'avoir un peu plus de souplesse en cas de besoin en termes de projet. Donc, on a pu affermir toutes les tranches, ce qui était une excellente nouvelle, mais voilà, on est sur ce type d'enveloppe. Après, c'est extrêmement variable, je dirais, par rapport aussi à l'existant de la cour. Là, en l'occurrence, on avait 3 arbres qui pouvaient être maintenus, et c'est tout. Donc forcément, beaucoup plus de plantations, beaucoup plus de reprises de fosses et de création de fosses. Forcément, des aménagements un peu plus importants là-dessus. Mais par contre, un choix de maintenir l'enrobé existant sur les parties perméables. Imperméables, pardon. C'est ça, le choix fort qui a été fait assez rapidement sur le projet a été de dire on maintient les enrobés. Parce que on avait aussi une forme de déséquilibre qui se créait. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que
la majorité du projet allait partir dans la reprise d'enrobé, sur lequel on n'avait pas forcément de retour aussi en termes de couleurs, en termes de matériaux, sur ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'il y avait un véritable impact, en sachant qu'on savait pertinemment qu'on allait travailler les zones au plus proche des parties bâtiments de manière végétalisée. Donc en fait, les parties enrobées, c'était vraiment du support plutôt pour les plateaux sportifs, des accès techniques comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont évidemment essentiels à intégrer. Donc on avait cette notion-là qui était un peu particulière. Et puis les enrobés en bon état. Et en fait, de manière un peu collégiale, en phase concertation et avec le groupe de travail, on s'est dit que pour une démarche complètement vertueuse de projet, qu'il était peut-être aussi cohérent de maintenir des enrobés qui sont en bon état. Et, et en fait, aujourd'hui, avec un petit peu de retour d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de cours d'école qui sont orientés dans ce sens-là aussi. Eh bien, merci beaucoup. Et nous allons laisser la parole à la question des subventions. Et pour répondre à ces questions de subventions qui vont probablement peut-être un petit peu plus concerner notre territoire valdoisien, mais parce que je sais qu'il y a quelques personnes connectées qui ne sont pas forcément, qui ne travaillent pas forcément sur notre territoire, mais qui donnera, cet éclairage nous donnera certainement des solutions et en tout cas des pistes pour rechercher des subventions. Madame Soraya Mezzetti, chef de projet cycle de l'eau à la communauté d'agglomération Cergy-Pontoise, suivie de Laurent Huget au conseil départemental. Vous allez nous éclairer dans un instant sur les subventions disponibles, les moyens à mettre en œuvre pour les obtenir. Et je ne sais pas si, comme convenu, l'agence de l'eau Seine-et-Oise est connectée, mais n'hésitez pas, vous aussi, à intervenir pour compléter ou pas. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, oui, je suis Julien Dibilly de l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc je pourrais apporter des éléments sur les aides de l'agence si de besoin, mais je laisse Soraya et Laurent déjà faire leur présentation. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais faire le partage. Vous me dites si c'est bon pour vous. C'est tout bon pour nous, Madame Mezzetti. Par contre, on ne vous entend pas. Je crois que vous avez coupé votre micro. Là, vous Voilà, m'entendez? c'est bon. Tout est Alors, OK. vous avez la vision, le bon affichage ou vous avez l'affichage Je crois qu'on est bon. On a le focus sur les aides dans le cadre des projets de gestion des eaux pluviales. C'est bon? Merci Charlotte. Merci. Donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi je suis chef de projet à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Juste rapidement, c'est 13 communes, donc 12 communes valdoisiennes. On a la commune de Morcourt qui fait partie des Yvelines. Et du coup, c'était intéressant qu'on intervienne parce que surtout que les deux exemples qui ont été montrés des deux cours Oasis, celle de Cergy et Vauréal, elles sont sur notre territoire et qu'elles ont bénéficié au départ d'un accompagnement de la CACP sur la notion des subventions. Alors, je reviens sur le titre parce qu'il me semble très important. Je n'ai pas mis focus sur les aides spécifiques à l'obtention au cours Oasis parce que ça me semblait important de dire que les aides qui pourraient être obtenues dans le cadre d'une cour Oasis pourraient également être, elles sont les mêmes lorsqu'il y a un autre projet communal du type requalification d'une voirie, création, agrandissement d'une bibliothèque, peu importe en fait, dans tout type d'aménagement, de renouvellement urbain, on pourrait faire appel à ces aides. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert aussi largement et que je ne me suis pas contraint. Par contre, alors je vais repréciser, et là ça va être très clair dès le départ qu'il n'y ait pas de confusion. Je dis bien focus sur les aides dans le cadre des projets de gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'en fait, qu'un projet, pour être éligible aux aides de gestion des eaux pluviales, c'est un projet qui est
dans le cadre de renouvellement urbain. C'est-à-dire que si on prend une école qui existe et qu'on va améliorer l'école, dans un cas, on la transforme en école oasis, à ce moment-là, on est éligible au projet. Alors que si on fait une création d'école, qu'on a une terre végétale et qu'on veut installer une nouvelle école, à ce moment-là, ces aides ne sont pas éligibles. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on considère qu'une terre végétale, il n'y a pas de meilleure solution pour gérer les eaux pluviales. Donc, pour les aides, celles qui sont plus présentées, vous ne pourrez pas y accéder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aides, hein. Il y a des aides de la région, du département, que moi, je ne maîtrise pas parce que ce n'est pas mon sujet. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres aides, mais elles ne seront pas cumulables avec ce que je vais vous proposer. Voilà. Juste pour que ça soit bien clair, qu'on soit bien clair dès le départ. Donc voilà, je vous ai présenté. Je vais commencer par les aides de l'agence de l'eau. Donc, je suis ravie qu'il y ait Julien qui va pouvoir préciser certaines choses. Moi, mon projet, l'objectif, ce n'est pas de vous expliquer dans le détail comment on obtient les aides de l'agence de l'eau. Ça, ce n'est pas l'objectif. Il nous faudrait plus d'un quart d'heure. Donc, c'est juste vous dire en fait qu'aujourd'hui, il y a un programme. L'agence de l'eau, c'est des programmes sur 5 ans. Donc, c'est un programme qui a démarré en 2019 et sur lequel on peut demander des aides jusqu'à fin 2024. C'est très important, cette date-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un projet de réalisation d'une cour oasis et que dans la temporalité, vous n'allez pas obtenir ou aboutir à un projet avant fin 2024, c'est-à-dire que les aides telles que je vous les présente, elles ne seraient peut-être pas les mêmes parce qu'il y aura un nouveau programme qui va sortir pour 2025 à 2031, 2031, il faut faire le calcul. Et du coup, voilà, c'est important d'avoir cette temporalité de ce programme-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'a dit M. Piel, qui était très clair, et qu'a dit Urban Water. C'est juste pour vous redire qu'il y a la notion d'enjeu de pluie. Il y avait la notion de pluie courante, ça vous l'avez compris, hein, c'est la pluie normale qu'on a quasiment tous les hivers, hein, une journée sur 24 heures d'une pluie normale. Et il y a les pluies exceptionnelles, et elles sont définies en fonction des territoires. Donc, ça, c'est pareil, je ne vais pas rentrer. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est encouragé par l'agence de l'eau? L'agence de l'eau encourage, c'est tout ce qui est infiltration. Donc, il faut que la goutte d'eau, là où elle tombe, elle doit s'infiltrer. C'est ça. Donc, à partir du moment où on fait un aménagement pour que la goutte d'eau, elle s'infiltre là où elle tombe, et ben, il y a de fortes chances qu'on soit concerné soit éligible aux aides. Et encore, hein, j'ai dit, hein, lorsqu'on est sur un projet de renouvellement urbain et que ce n'est pas déjà l'espace végétalisé. Alors, alors voilà. Là, il y a le petit dessin qui est très, très clair de comment elles sont, quels sont les critères d'éligibilité de l'agence de l'eau. Donc, en gros, si on est sur une augmentation de l'espace végétalisé, c'est-à-dire, en fait, on a une cour oasis qui existe, on n'est pas obligé, comme on l'a démontré sur les autres projets, de tout transformer en espace végétal. Mais il faut qu'il y ait une certaine proportion. Et c'est cette proportion qui va définir les montants des subventions qu'on pourrait avoir ou pas. Donc, si on est sur une augmentation ou une stabilisation de l'espace végétalisé, à ce moment-là, on va avoir des subventions qui vont être calculées entre 60 € et 100 € le mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire le mètre carré? Il concerne quoi exactement? C'est pour ça que je vais essayer d'insister sur ce point-là, parce que le mètre carré, ce n'est pas le mètre carré d'espace végétal qu'on a fait. C'est le mètre carré des surfaces actives. Qu'est-ce que c'est qu'une surface active? C'est les surfaces, sur toutes les surfaces, sur l'eau, sur lesquelles l'eau elle ruisselle, ils vont s'acheminer vers l'espace végétal. Sur une cour d'école, on va avoir l'eau, elle va ruisseler sur les toitures, elle va ruisseler sur une partie de la cour, et du coup, ces surfaces-là, donc on va appeler des surfaces actives, l'eau va s'écouler vers l'espace d'infiltration qui peut être qui ont déjà expliqué, donc je ne vais pas vous redire, hein, qui peut être un espace végétal, un enrobé drainant, et c'est la somme de toutes ces surfaces sur lesquelles
on va rajouter un facteur de 60, 200 €. Et du coup, ça peut tout de suite faire des sommes qui sont loin d'être négligeables. Après, il y a les aides de la région. J'en parle parce qu'en fait, toutes ces aides, elles sont cumulables entre elles. Nous, on peut aller sur un projet, ce qu'autorise la loi, c'est une collectivité puisse financer son projet à hauteur de 80%. Et donc, ce qui fait qu'on peut aller chercher les aides là où elles sont. Donc, on sait que c'est de l'Agence de l'eau, donc je viens de me présenter. Il y a également les aides du Conseil régional d'Île-de-France. C'est pareil, le critère d'éligibilité, il est très, très clair. Est-ce qu'il y a une augmentation des surfaces végétalisées de pleine terre à l'échelle du projet? Oui, on est éligible. Non, pas le projet inéligible. Et après, là, je rentre pas dans le détail, mais juste pour dire que on a, voilà, ça peut être jusqu'à 50% du plafond du projet. Et encore, j'insiste encore, parce que ce que j'ai pas dit, que je dois repréciser là, c'est que comme on est sur des subventions au titre de la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est un projet global d'une cour oasis, on va avoir une partie liée à la végétalisation, une partie liée au mobilier urbain. Donc, dans la partie, on ne va pas considérer la partie qui est liée au mobilier urbain. Ces subventions-là, elles ne pourront pas financer cette partie-là. Et donc, voilà. Donc, après, je vous laisserai regarder. C'est des documents que je mets à disposition. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail, juste pour dire qu'elles existent et que tout est précisé dedans. Et les aides, alors juste une petite fiche de synthèse. Je ne vais pas présenter les aides du conseil départemental du Val d'Oise, hein, parce qu'on a notre collègue, M. Huget, qui va en parler, donc ce n'est pas l'objectif. C'est juste, moi, ce que je voudrais, c'est vous montrer que sur un plan d'aménagement urbaine, hein, tel qu'on le voit sur le dessin, et ben, en fait, qu'on peut cumuler ces différentes aides. Donc, en rouge, c'est celle de la région, en vert, en jaune, c'est celle du conseil départemental, et en bleu, les points bleus, c'est l'agence de l'eau. Donc, on voit. Alors, on va être sur une création d'un petit aménagement de type nous. Du coup, on va avoir les trois qui seront cumulables. On a un revêtement perméable, on va avoir le cumul des trois. Voilà, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais juste pour vous dire des exemples précis pour lesquels on pourrait obtenir des subventions. Et après, je pourrais répondre à des questions s'il y a des gens qui voudraient que je précise des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a des autres aides complémentaires? Donc, c'est celle du conseil départemental. Moi, je n'en parle pas, je laisse M. Huget en parler. Il y a le Grand Paris. Je ne détaille pas aussi les aides du Grand Paris parce que malheureusement, sur nos territoires du Val d'Oisien, il n'y a que 2 communes qui sont concernées. Donc, voilà. Donc, s'il y a des représentants de ces 2 communes, je les laisse s'orienter vers le Grand Paris parce qu'il y a des aides qui sont loin d'être inintéressantes et qui peuvent être également cumulables. Et puis, il y a le dernier appel à projet. Je trouve que niveau timing, on est parfait parce qu'il a été ouvert le 3 octobre. Donc, voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant que vous ayez cette information-là. C'est des dossiers à déposer jusqu'au 22 décembre 2023. Donc, ça veut dire que votre projet doit être quand même assez mûr. Et c'est des projets qui peuvent être financés entre 80 et 500 KE, qui sont cumulables avec d'autres aides. Donc, vraiment, allez voir sur le site du Fonds Maïf, ça peut être très intéressant. Alors, comment et quand demander les aides? Les dossiers doivent être déposés auprès des plateformes dédiées. Donc, il y a l'agence de l'eau, la région, voilà. Je pourrais vous mettre les liens, c'est très facile de trouver. Et à quel moment? C'est là la vraie question. C'est qu'il faut absolument associer les financeurs dès la phase conception. Pour quelle raison? Parce que les critères d'éligibilité doivent être intégrés dans le projet. On va vous donner un exemple. Vous voulez faire reprenez une école et vous voulez faire ou une construction quelconque et vous voulez faire de la toiture végétalisée. Les toitures végétalisées sont relativement bien financées sous réserve que les hauteurs de substrat, c'est-à-dire la terre végétale que vous mettez, soient suffisantes. Ça veut dire que si vous êtes en dessous de 8 cm de substrat tassé, vous n'avez droit à rien. Alors que
Il suffit de rajouter 1 ou 2, voire 10 multipliés si l'importance du bâtiment le permet. Et là, on est sur des subventions qui sont loin d'être négligeables. Et cette information, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas associé dès le départ les aménageurs, vous n'avez pas été chercher. Parce que du coup, ces critères d'éligibilité, vous pourrez que à ce moment-là les intégrer lors de la conception. Voilà. Et du coup, il y a aussi, pour terminer, donc associer évidemment les financeurs lors de la phase de conception, mais il y a un délai de dépôt. Donc, il faut déposer absolument les dossiers au plus tard avant la date de l'OS de démarrage de travaux. Et c'est là où c'est un peu compliqué également. Donc ça, c'est vraiment cette contrainte, elle est très importante. Et ça, c'est la contrainte pour l'agence de l'eau parce que la région, les délais de passage en commission sont très, très longs. Il faut compter entre 4 et 6 mois. Mais il ne faut pas avoir peur de tous ces délais-là parce qu'au final, les aides, elles sont très intéressantes. On est sur 80%. Vous finissez par avoir des très beaux projets vertueux et au final qui coûtent moins cher qu'un projet de base à minima et qui est beaucoup moins vertueux. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces délais-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour terminer? Donc, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la possibilité de cumuler des aides, donc jusqu'à 80% du coût global. La gestion des eaux pluviales, c'est porte d'entrée pour les subventions. Donc, ça veut dire qu'un projet, on a tous en tête qu'il faut végétaliser. Quand quelqu'un nous parle d'une école sous oasis, il va dire oui, on va végétaliser. Mais si on n'a pas pris en compte, je ne vais pas redire parce qu'elle a été très très bien expliquée lors de mes prédécesseurs ce matin, mais c'est au titre de la gestion des eaux pluviales que vous allez pouvoir obtenir ces subventions. Donc, le dernier point, c'est intégration des critères d'éligibilité lors de la phase de conception, j'en ai dû parler. Et là, je vais juste terminer sur ça, c'est le choix du maître d'œuvre. C'est élément clé de la réussite, c'est fondamental. Là, la ville de Cergy, ils ont fait un très beau projet. Je ne veux pas juste mettre... C'est important en tête, ils ont mis un très bon maître d'œuvre, Urban Water. Vous avez vu la présentation, la clarté, et c'est un maître d'œuvre en fait qui... on les a orientés, nous, vers ce maître d'œuvre qui a répondu à l'appel d'offres et qui a été sélectionné. On en a proposé d'autres. Ce n'est pas les seuls sur le territoire, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, c'est démontrer la qualité et la finalité du projet. Et ce qui n'a pas été dit, c'est le potentiel de subvention encore qui a pu... là, aujourd'hui, on n'a pas eu le retour total des subventions qu'a eu la ville de Cergy, mais lorsqu'on a finalisé le projet, le potentiel de subvention, il était à hauteur de 92%. Donc, le projet, il était tellement vertueux que si la loi autorisait d'avoir 92%, on l'a eu. Donc, on a dû faire des choix dans le choix des subventions. Donc, on s'est limité à 80, mais parce qu'on a eu un très bon bureau d'études qui, a cette vision d'hydraulicien, d'aménageur et qui sait déposer les dossiers auprès des différents financeurs. Ça aussi, c'est un élément important, essentiel. Et du coup, la ville de Cergy a été accompagnée dans le dossier de demande de subvention par Urban Water. Voilà. Moi, je termine là-dessus. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il serait possible que je puisse compléter un ou deux éléments présentés par Soria, même si cette présentation était bien Oui, bien précise et bien sûr. complète. Juste pour dire qu'en autre élément, autre possibilité de subventionnement, depuis cette année, il existe le fonds vert. Du coup, Excusez-moi, monsieur Divini, juste, pouvez-vous vous présenter juste Oui, voilà. oui, rapidement. Merci. Je suis monsieur Dibili, je suis chargé de l'opération à l'agence de l'eau Seine-Normandie et j'interviens notamment sur la partie ouest du département du Val d'Oise. Et donc, je suis référent sur la thématique eau pluviale, donc je connaissais bien les subventionnements et le fonctionnement de cette thématique côté agence de l'eau. Juste pour dire qu'aujourd'hui, il est possible de financer ce type d'aménagement aussi bien pour les cours d'école, mais pour d'autres types d'espaces publics via le fonds vert. Donc là, c'est des fonds d'État pour lesquels il y a aussi la possibilité de déposer annuellement des dossiers de demande de subvention sur vos opérations. À noter que pour le moment, côté Val d'Oise, il est fait un choix, c'est de dire que tout projet qui est éligible aux aides de droit commun de l'agence de l'eau sera aidé par l'agence de l'eau, même si vous faites un dépôt fonds vert. Ça, c'est une organisation qui a été définie
cette année entre l'agence et la préfecture du Val d'Oise. Et puis, autre élément aussi par rapport aux aides de la région Île-de-France, à noter que ce qu'a présenté Soraya, ce sont les aides permanentes de la région pour le subventionnement des aménagements qui sont favorables à la gestion à la source des eaux pluviales. Mais il y a aussi d'autres types de subventions possibles côté région, et notamment l'appel à projet 100 îlots de fraîcheur, qui a été abordé tout à l'heure par un un des présentateurs. Pour le coup, voilà, faut échanger avec la région Île-de-France pour voir quel est le cadre de subventionnement qui est le plus intéressant de leur côté, parce que vous ne pourrez pas cumuler différents axes de subventionnement côté région. Donc voilà, à voir avec eux s'il est plus intéressant de bénéficier de leurs fonds permanents ou de leur appel à projet, selon les caractéristiques de votre opération. Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Nous allons vous laisser la parole, Monsieur G, puis ensuite on aimerait garder un petit temps. Je pense qu'on terminera le webinaire avant 12h30, mais pour des questions-réponses qui sont déjà nombreuses dans le chat. Merci. Donc les subventions du département. Bonjour à tous, merci. Partage en vitesse. D'accord. Je vous invite tous à noter, pour ceux qui sont intéressés du département, à noter le nom. Ça s'appelle Val d'Oise Territoire, c'est le nom de la subvention. Vous le tapez sur Google et vous tomberez directement sur notre plateforme. Alors, ça sert à rien de courir pour l'instant. Notre subvention sera une nouvelle. Les nouvelles subventions vont être modifiées, validées demain et seront mises en ligne, je pense, courant la fin du mois. Donc, vous aurez le nouveau guide. Donc, sur le site de la plateforme, il y a un onglet qui s'appelle Subventions départementales, aide aux communes. Et dedans, vous trouverez en fait tout un petit détail avec surtout les coordonnées des délégués territoriales, la carte d'intervention où vous retrouvez qui est la déléguée et après le guide et le règlement. Comme ça, vous avez les 3 personnes le département est divisé en 3 personnes et vous aurez les personnes qui pourront vous guider si vous avez moindre questions sur les aides et au cas où, si après c'est plus technique, ils redispatchent au niveau des services. Donc vous avez le guide Val d'Oise Territoire avec une belle aide sur tout ce qui est environnement et développement durable. Et celle qui nous intéresse, page 36, c'est les... Page 39, c'est bien. C'est les solutions fondées sur la nature en ville. La nouvelle aide qui sortira, il y aura quelques petites modifications et surtout la prise en compte des aires de jeu dans les projets et puis l'aménagement, en fait, leur aménagement des squares et parcs un peu plus allégés. Donc là, cette fiche était vraiment sur les solutions fondées sur la nature en ville. Afin en fait, requalifier, restaurer, aménager en fait, des espaces favorables à la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Donc les cours Oasis vont rentrer complètement dans ce dispositif-là. Et donc, tout ce qui va être et on prend en compte en fait, oui, tout ce qui va être déminéralisation, végétalisation, tout ce qui va être sensibilisation du public, adaptation au changement climatique. Donc les caractéristiques, on le retrouve après, tous les détails sont dans la fiche. C'est vraiment de casser les îlots de chaleur, tout ce qui est de la déminéralisation, l'infiltration de l'eau, tout ce qui va être nous aussi, comme on en parlait, et enrichir tout ce qui va être enrichissement de la trame verte et bleue. Ne sont pas subventionnés, important, c'est tout ce qui va être plantes exotiques, hein, tout ce qui va être haies non diversifiées, ou tous les travaux de minéralisation ou d'assainissement reliés au réseau. Ce qu'il faut noter vraiment comparé un peu aux autres aides précédentes qu'on avait au département, c'était que la possibilité maintenant, on peut commencer les travaux et déposer les dossiers de subvention. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la validation du département. Ce qu'il faut juste, c'est que les travaux ne soient pas finis avant le dépôt du dossier.
On note aussi par contre qu'il faut que le projet soit supérieur à 1000 m² et que les montants maximum retenus, c'est 500 000 euros. Et le taux de subvention est de 25%, ce qui nous fait quand même, après, on peut aller jusqu'à 125 000 euros de subvention pour les projets. Donc, dans les projets qu'on a été retenus, les 2 projets qui ont été présentés précédemment, que ce soit l'école de la découverte de Vauréal a été subventionnée par le département dans le cadre de cette subvention, et idem pour le groupe scolaire de la justice à Cergy. Voilà, donc après, nous, on demande s'il y a besoin, que s'il y a vous avez le moindre souci, vous pouvez toujours revenir vers nous, il y a le moindre question, afin qu'on puisse vous apporter une aide ou pour qu'on puisse vous orienter dans des choix, afin de pouvoir bénéficier des meilleurs montants. Et comme les aides précédentes, pareil, il faut que vous ayez un taux de subvention de 20%. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Très clair. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir un petit peu éclairé toutes les questions qui gravitent un petit peu autour de ces nouveaux projets qu'on veut de plus en plus frugales. Et donc, c'est très intéressant de constater, comme vous le disiez très bien, Madame Mezzetti, enfin, vous l'avez tous dit d'ailleurs, mais que, en fait, de mettre les compétences autour de la table pour pouvoir anticiper ces projets permettent de faire des économies de projets, des économies financières, des économies d'énergie, des économies de temps. Et donc, on insiste lourdement là-dessus. J'ai pu, dans le chat, un petit peu relever quelques questions que je vais essayer de redire. Et alors, quid donc du CCTP? On a une première question qui nous demande si on peut communiquer le CCTP, le cahier des charges pour préparer les consultations et voilà, trouver le bureau d'études paysagistes. C'est vrai que ce sont souvent des questions qu'on nous pose au CIE. C'est voilà, comment écrire un cahier des charges pour pouvoir engager des consultations de bureaux d'études et d'agences de maîtrise d'œuvre. Quentin, aucun problème, bien sûr, avec plaisir. On peut transmettre le DCE, de toute façon, il n'y a pas de sujet, et puis les quelques éléments techniques si besoin, parce que c'est vrai que parfois ça manque un peu de ressources, donc bien sûr, avec plaisir. Voilà, en se disant aussi que pour préparer une bonne consultation, je pense qu'il faut réunir, en tout cas s'assurer déjà de prendre une maîtrise d'œuvre externe à la commune. Je crois que c'est un gage de qualité pour le projet. Et de s'assurer que cette agence de maîtrise d'œuvre va travailler avec hydrologues et bureaux d'études spécialisés qui vont permettre, parce que les questions sont quand même assez exigeantes et la réponse du projet doit être assez ambitieuse, notamment, on l'a vu, pour obtenir des subventions de bonnes... Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir s'assurer que l'agence de maîtrise d'œuvre va en tout cas avoir cette qualité. J'insiste sur le fait aussi que donc là, on est en train d'enregistrer ce webinaire et que tous les éléments seront donc sur notre site internet dans les prochaines semaines, peut-être pas demain, mais dans les prochaines semaines. Donc, on essaiera de construire sur notre portail CourOasis, accessible sur notre site internet, de mettre tous les documents qui ont été présentés. Peut-être Violette, vous vouliez ajouter quelque chose sur les CCTP et la consultation non. Je pense que la réponse a déjà été assez complète. Après, disons que chaque projet est un peu unique, donc il faut aussi se rapprocher des personnes avec qui on travaille et voir les partenariats possibles dans ces cas-là. Mais du coup, de bien les anticiper. Sur la question des coûts de projet, je pense qu'on a un peu répondu à la question, en tout cas avec le projet de Vauréal. Je ne connais pas exactement les coûts de projet de la ville de Cergy et je ne sais pas surtout si là on peut les communiquer puisque les services de la ville ne sont pas présents
Donc, voilà, je ne sais pas s'ils peuvent être publics ou pas, mais peut-être qu'on peut donner un ordre d'idée sur voilà, le prix au mètre carré du projet. Je pense que la plus grande réponse à donner, c'est le fait que les subventions ont réellement ramené le prix en dessous de l'enveloppe initiale de la ville de Cergy, alors que le projet a eu un coût supérieur au coût initialement prévu. Ce qui fait que l'ambition qui a fait élever les coûts du projet a fait augmenter les subventions et donc finalement rabaisser l'enveloppe initiale. Donc c'est vraiment une logique de ambition-coût qui peut paraître un peu déroutante au départ, mais il ne faut pas hésiter à être vraiment ambitieux puisque ça peut parfois venir moins cher que si on n'a pas été. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En effet, Laurent l'a très bien précisé. Vauréal assez rapidement a eu des retours sur le département, entre autres. Donc, en fait, on s'aperçoit quand même qu'on a des possibilités de subvention qui sont quand même assez importantes. Et donc, on peut être assez ambitieux sur les projets. Et En aussi la regardant- nécessité. Oui, pardon. Juste en Allez-y. regardant en vitesse comme ça, parce qu'on a eu encore plus d'une vingtaine de dossiers cette année, de subventions avec une bonne partie, une bonne moitié de coûts Oasis, et on a entre 60 et 100 000 euros souvent sur ce parcours en fait. Donc après, tout dépend de la taille et du projet, hein, mais voilà, c'est une moyenne, quoi. Et en tout Alors, cas, d'insister sur cette question d'infiltration des eaux dans les sols, parce que c'est vrai que on se disait là un peu en off que peut-être que pour la prochaine cour d'école à Vauréal, vous anticiperez mieux ou vous ferez autrement. Ouais. C'est le point un peu négatif aujourd'hui qu'on relève assez rapidement. Disons que sur l'eau, on n'a certainement pas été suffisamment loin. Alors après, on a eu des tests Porcher, par exemple, en termes de perméabilité, qui ont montré qu'on avait peu de capacité d'infiltration. Bon. Mais je pense que c'est en effet un sujet sur lequel on peut davantage se pencher. Donc, en tout cas, si je dois résumer, et je ne suis pas spécialiste de la question, donc arrêtez-moi si je me trompe, mais analyse et diagnostic en amont des sols et de la perméabilité des sols et de la capacité d'infiltration des eaux de pluie dans les sols qui permettent de déterminer ensuite et de trouver des solutions pour être plus vertueux sur... En fait, on parlait des études complémentaires et des études à mener, topographiques, diagnostic amiante, et je pense que ça doit être aussi un des éléments qui doit être assez rapidement... voilà, un test Porcher, c'est entre Juste, 1000 je et vais 1500 rebondir euros. là-dessus. Non seulement c'est essentiel, et c'est surtout qu'il faut pas lésigner dessus parce que c'est des études qui sont subventionnées. En fait, dans le coût global, à la fin, lorsqu'on dépose les dossiers auprès du subventionnaire, on met toutes ces études et on a 50% de prise en charge. Donc, tout l'intérêt de ne pas lésiner là-dessus, y compris dans le choix du maître d'œuvre. Oui, Voilà, parenthèse. les diagnostics peuvent aussi être subventionnés et c'est 2 enveloppes à part, c'est ça que vous voulez dire? Ça rentre dans les études complémentaires, donc c'est les études de sol, les études de nivellement, toutes les études complémentaires dont on a besoin et qui sont nécessaires, elles sont prises en charge à hauteur de 50%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lésigner et c'est ce qui fait que le projet est vertueux. Sur les enveloppes, moi je pense qu'on peut être aussi un peu plus, là il n'y a personne qui a osé le dire, hein, mais on peut aller facilement jusqu'à 300 000 à 400 000 euros sur un projet final, lorsqu'il est très vertueux. Ça dépend de la taille de l'école et du groupe scolaire, on est d'accord. Mais du coup, le reste à charge de la commune, il est quand même que de 100 000 euros pour un projet de 300 000 ou 400 000 euros. Donc ça aussi, il faut le remettre dans le contexte global. Voilà, juste une petite parenthèse. Moi, j'ai une petite question qui peut peut-être, c'est une question naïve, mais que faire si on a des tests d'infiltration des eaux de pluie au diagnostic qui sont assez négatifs et quand l'eau ne s'infiltre pas bien dans les sols, est-ce que du coup, il faut abandonner son projet, enfin en tout cas abandonner l'idée qu'on puisse être vertueux, ou est-ce qu'il y a des solutions techniques qui nous permettent d'avoir une meilleure perméabilité des sols? Peut-être que je peux vous poser la question à vous, Violette Salin. Oui, on peut retravailler le sol pour avoir une perméabilité, en tout cas des couches supérieures. Quand on parle d'infiltration de la plus courante, on parle vraiment des premiers centimètres de terre.
Donc finalement, soit on vient retravailler ces centimètres-là, soit on peut venir les alléger avec un ajout de sable ou de cailloux, de gravier. Donc on peut soit retravailler la terre directement à certains espaces, pour pas travailler la cour entière, mais les espaces d'infiltration, soit créer des zones de stockage tampons qui permettront d'infiltrer petit à petit l'eau. Ces deux méthodes particulières. On peut aussi bloquer, avoir des zones temporairement inondables dans la cour. Voilà, c'est un travail un peu plus complexe avec les enfants, mais qui peut tout à fait se réfléchir. Je me permets de rebondir là-dessus, sur la réponse de Violette, parce que tout de même, voilà, on a un bon exemple de bureau d'études qui sait répondre comme ça. Et j'insiste vraiment sur la notion du choix du bureau d'études, parce qu'un bureau d'études classique VRD, et va directement vous dire, moi je ne m'engage pas, je ne prends pas ma responsabilité sur ce type de projet. Du coup, va orienter directement vers des solutions classiques de tuyaux. Et vous allez vous retrouver un projet beaucoup moins vertueux, pas subventionnable, hein, parce qu'on rappelle que pour être subventionné, il faut gérer les eaux pluie à la parcelle. Donc, d'où l'intérêt d'aller, de prendre son temps, de bien concevoir son CCTP pour avoir les bons maîtres d'œuvre. Voilà. Je vois que Julien Divini est présent et est-ce que il me semble qu'il pourrait aussi avoir une réponse qui va également dans ce sens, Julien. Ouais, bah moi j'allais juste dire que bah, dans cette logique, effectivement, on peut être dans des configurations où on a des perméabilités qui sont pas extrêmement importantes, mais à savoir qu'un sol imperméable, ça n'existe pas. Il y a toujours de l'infiltration qui se fait quelle que soit la valeur de cette donnée. Et en fait, ce qui est important lorsqu'on est dans des configurations où le sol n'a pas des très fortes capacités, bah, c'est de travailler à minimiser la surface active qui a été évoquée par Soraya tout à l'heure. C'est minimiser du coup les surfaces imperméables qu'on a à l'échelle de son opération, permettre d'avoir le sol qui puisse infiltrer dans un maximum d'endroits. Et comme ça, en fait, on limite le besoin d'avoir des surfaces qui vont devoir infiltrer des quantités importantes en eau. Et dans ce cas-là, généralement, on a des aménagements qui fonctionnent très bien pour les plus courantes, voire même pour des pluies un peu plus importantes. Donc voilà un peu sur quoi je voulais aborder, mais peut-être que Christian, toi, tu veux compléter ces propos avec un autre point de vue? Non, pas du tout, je partage complètement. Mais je savais que à l'Agence de l'eau, vous aviez cette approche-là, donc c'est important qu'elle soit entendue. Voilà. Parfait. Donc, ça veut dire aussi que pour une école, pour des usagers qu'on pourrait consulter en amont, on y était encore hier, où on a en effet entendu les craintes d'équipes pédagogiques qui se disent que tout à coup, mais en fait, on va devoir modifier tous les usages actuels de ma cour, et là où aujourd'hui nos élèves courent, finalement, c'est à cet endroit-là qu'on va le mieux infiltrer l'eau, où voilà, qu'il va y avoir des reliefs dans la cour qui vont du coup devoir, et donc c'est là où aussi parfois il va falloir trouver un consensus entre hydrologie des sols et usage. Donc bon, voilà, ça n'apporte pas forcément de réponse, mais c'est simplement pour expliquer que d'anticiper son projet de transformation, ça peut être aussi de bien comprendre le relief et la nature des sols existantes pour anticiper cela. Question de matériaux maintenant. On nous demande si un sol souple amortissant est perméable. Sur dalle béton, cela n'est pas le cas. Infiltration est limitée. Stabilité, infiltration, pardon, excusez-moi. Peut-on considérer que les revêtements donc, de sol souple peuvent être classés comme perméables? Les subventions peuvent-elles porter ce type de revêtement? Bon, je vous laisse répondre, mais je crois qu'un sol souple n'est pas vraiment perméable et que donc on va plutôt privilégier. Je crois qu'il y a encore de nouveaux sols souples, des sols en liège, des sols. Voilà, mais quelles pourraient être aujourd'hui des solutions pour éviter d'installer un sol souple dans sa cour de récréation? Les sols souples en liège, c'est vrai que nous, on favorise plus ça. Les sols souples en EPDM classique, maintenant, on ne favorise plus trop ça, hein. La filtration n'est pas terrible, mais même si c'est un peu drainant, avec une sous-couche en grave en dessous, les fines et tout ça, à la fur et à mesure, ça devient imperméable. Donc oui, toutes les couches en liège qui sont nouveaux, mais qui vont être à voir à tester dans l'avenir. Et puis après, tout ce qui va être aussi aire de jeu en copeaux.
Et comme disait aussi, je crois que c'est Violette, sur les aires de jeu enherbées, où tout espace où on n'a pas trop de passages ou qui peuvent être enherbés sont bien, quoi. Sont bien favorisés. Donc aujourd'hui, l'alternative en fait au sol souple, pétrole, enfin je veux dire en matière issue du pétrole, ce serait des sols en liège, mais qui sont, je crois, encore très coûteux. Je ne connais pas exactement les kilomètres carrés de toutes ces surfaces, mais et puis après, c'est en effet sol naturel, sol en copeaux, sable, qui sont peut-être des matières à privilégier sous les aires de jeu. Alors, toujours attention avec les sols en sable, on est comme après la réglementation des bacs à sable qui sont à désinfecter régulièrement et à surveiller, quoi. Est-ce que les jardins en creux présentent des risques pour les enfants, réglementation, risque de chute, etc. Et il y avait aussi une question sur la pollution des eaux. Est-ce que il y a des réglementations, notamment sur l'exemple de la justice, sur tous les espaces en creux pour l'infiltration des eaux? Est-ce qu'il y a eu un danger pour les enfants de pouvoir à un moment donné manipuler ces eaux, oui, ces eaux? Parce qu'on a des réponses aussi. Alors, on les appelle espaces en creux et pas bassin ou nous, justement parce que le creux est très très faible. On est à 35 cm à peu près de pente. Et donc, voilà, de manière législative, les 35 cm sont acceptables même pour les enfants, sachant que l'espace sera en eau, réellement de l'eau visible, que en temps de pluie exceptionnelle, à des moments où les enfants seront généralement pas sous la pluie. Et même s'il y a de l'eau, voilà, pas de problème pour la cohabitation avec les enfants. Après, c'est un apprentissage de ne pas aller en plein milieu de la noue, sachant que ces espaces seront largement plantés, permettre tant à l'eau de s'évaporer plus rapidement qu'aux enfants de ne pas aller au centre. C'est aussi un peu le rôle des barrières temporaires, de faire comprendre aux enfants que certains espaces doivent être laissés tranquilles. Au niveau de la pollution, le fait que ces espaces soient largement plantés permet à la pollution de se décanter petit à petit dans son infiltration et donc d'arriver à infiltrer la terre de manière un petit peu dépolluée, sachant que les seuls espaces que cette eau aura touchés seront les enrobés des cours d'école, qui ne sont pas non plus les espaces les plus pollués par rapport à des enrobés de routes ou de voiries. Merci. Quid de la plantation des arbres? C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que pour réduire les îlots de chaleur en ville, la plantation des arbres peut être une des solutions, mais n'est pas forcément là. Enfin, voilà, ça ne permettra pas forcément de réduire l'îlot de chaleur immédiatement, notamment de par la taille des arbres à planter. Dans les deux cours, à Vauréal ou à Cergy, quel a été le choix des maîtrises d'ouvrage pour essayer de fournir une ombre de qualité sur ces arbres? Est-ce qu'il y a eu un choix de taille minimum de plantation d'arbres? De taille, en fait, c'est plutôt lié à ce qui globalement est cohérent entre la taille de l'arbre à la plantation et derrière sa gestion aussi en termes d'entretien. Sur Montréal, on est principalement sur du 20-25 et après on avait fait le choix d'être sur des plantations plutôt denses. Et en parallèle, justement, je parlais de choses qui évoluent un petit peu, d'avoir aussi des solutions provisoires à proposer le temps de l'installation. Ça fait aussi partie, je pense, pédagogique d'expliquer que la végétation va prendre du temps. Donc après, on peut planter beaucoup plus gros, mais ça nécessite aussi un suivi un peu plus particulier en termes d'arrosage, etc. Dans une cour d'école, est-ce que c'est très adapté? C'est pas toujours évident non plus. Enfin bon, on sait que les interventions après sont un peu plus contrôlées, hein. En tout cas, nous, on sait qu'on avait une limite d'intervention de mercredi, donc ça veut dire que voilà, on a aussi des contraintes à ce niveau-là. Donc voilà, mais en effet, ça me paraît, enfin, la question est très bonne parce qu'il faut dès le départ expliquer que ce ne sera pas végétalisé le jour où on plante. Ça va prendre du temps et il faut accepter et être patient sur les plantations. Je ne sais pas sur Cergy les tailles, mais en tout cas, nous, c'était plutôt ce choix-là. Et à Cergy, Violette, ça? On est aussi parti sur des plantations assez jeunes, donc on était sur plutôt du 18-20 pour les arbres, parce qu'on a la chance d'avoir 3 ou 4 beaux sujets dans la cour, qui fait actuellement une grande ombre.
Donc cette ombre est déjà présente. Et ensuite, pour un espace très particulier où on a prévu pouvoir faire des classes dehors, où il y a de la plantation nouvelle autour, mais le temps que cette plantation se développe, on a installé une voile d'ombrage Ouais, qui c'est ça. permettra d'avoir voilà, le temps que l'arbre se développe, avoir de l'ombre en attendant. Ouais. Oui, donc ne pas hésiter aussi de manière temporaire à prévoir des crochets pour pouvoir installer des voiles d'ombrage en été lors des fortes chaleurs, parce que en fait, créer de l'ombre, ça ne vient pas forcément non plus que de la végétation. Je peux me permettre Oui, juste, oui, par exemple, si on parle des arbres, deux choses techniques, moi je pense qu'il est vraiment important pour la plantation des arbres. Faire attention quand vous avez des entreprises qui font du TP, qui plantent des arbres, qui font les fosses. Les entreprises de TP, quand ils font les fosses, eux, leur but, c'est que les bords ne s'affaissent pas, donc ils ont tendance à bien tasser les bords des fosses d'arbres avec les godets pour bien maintenir la terre. Et ce qui est problématique après sur les replantations, pour la reprise des plantations, c'est la transition de l'eau sur la nouvelle terre des fosses d'arbres et le sol en place. Ça, c'est vraiment important de suivre bien les fosses de plantation pour les reprises, qu'elles soient bien dimensionnées. Et chose qui est aussi qu'on a du mal à voir, c'est en fait les bordures aussi. Souvent, on fait des bordures de propreté béton. De bien les mettre à zéro, là on veut récupérer l'eau de pluie, ça ne sert à rien qu'on fasse un mini caniveau ou un fil d'eau pour inviter l'eau à évacuer sur les parties enrobées. Donc bien mettre les fosses d'arbres à -5, -10 et laisser l'infiltration de l'eau de la course se faire naturellement sur les fosses d'arbres. Ça favorise vraiment les reprises et on a vraiment des taux de reprise en ce moment avec les chaleurs et les problématiques d'eau. On a beaucoup de pertes sur les arbres, quoi. Donc, voilà. d'accord, merci. Quid de la terre végétale qui est apportée dans les cours pour remplacer des sols bitumés? Est-ce que vous savez d'où elle vient? Après, la question du mètre cube, on nous pose une question, quelle quantité cela représente au mètre cube extrait? Bon, je pense que c'est très spécifique à chaque projet, mais est-ce que vous savez si aujourd'hui il y a des plans pour trouver de la terre fertile sur le Grand Paris, en tout cas sur notre région? Et peut-être qu'on n'a pas la réponse. Non, mais de toute façon, après, Non. les entreprises ont des fournisseurs et Ouais, normalement, on doit avoir des analyses, mais vérifier si les analyses sont vraiment adaptées à la terre, ont C'est été ça. faites à la terre, ça c'est compliqué. Mais souvent, on fait le mieux, c'est de faire des demandes de terre végétale amendées. Et souvent, les mélanges terre-pierre aussi, on a des bonnes réussites en milieu urbain. C'est ça, on parlait de DCE tout à l'heure, hein, c'est des éléments qu'on peut retrouver, qu'on intègre, hein, sur les analyses de sol, avec sol amendé, et puis un suivi de traçabilité de la terre. Et alors ça, c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, on parlait, Laurent l'évoquait à l'instant, les sociétés de TP, etc. Typiquement, si c'est l'entreprise, entre guillemets, du lot espace vert qui fait la plantation, même si ça coûte parfois un peu plus cher, mais c'est plus intéressant de leur laisser la terre végétale. Au moins, on s'assure qu'ils vont mettre une terre dans laquelle dans laquelle ils vont devoir planter. Donc, Mmh. ils n'apporteront pas n'importe quoi en général. Ils sont un peu plus vigilants parce que en plus d'ailleurs, ils peuvent avoir une période de confortement, de parachèvement sur le suivi des végétaux. Donc, c'est pareil, les habitudes de la terre végétale, c'est du terrassement, on laisse ça aux entreprises de TP. Bon, si on a la possibilité de le passer avec l'entreprise espace vert, parfois c'est pas plus mal. Et puis, si je peux me permettre d'intervenir oui, sur les terres fertiles, il me semble aussi qu'il existe des plateformes régionales qui permettent de s'approvisionner. Alors, je ne suis pas experte sur le sujet, mais des projets qui ont été financés par le service économie circulaire de la région Île-de-France, qui s'appellent Terre utile, Faiseurs de terre, Valoris, qui permettent en fait d'avoir un mélange de terre inerte issue de chantier avec de la matière organique. Donc, il y a quand même des fournisseurs en Île-de-France disponibles. merci. Avez-vous d'autres questions? Tchouk. Je suis en train de regarder un petit peu le chat. Sur les relations avec le PNR, je vous invite à peut-être nous appeler directement si vous le souhaitez, mais le PNR est également, je crois, engagé sur cette question de la transformation des cours d'école, et de toute façon, l'idée, c'est de toujours pouvoir s'associer pour faire de plus
des projets plus vertueux et vous aider à anticiper. Donc, n'hésitez pas en tout cas à joindre le CIE. Nous répondrons directement à vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... l'eau dans les cours d'école Oasis est considérée comme pédagogique. C'est important à se soustraire avec de se soustraire à la réglementation. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons que cela ait fait émerger de nouvelles questions pour qu'on puisse organiser un nouveau webinaire sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à nos intervenants.